ce moment-là, donc, je vais peut-être commencer par me présenter, puis de manière un petit peu libre. Donc d'abord, merci beaucoup, ça me fait vraiment très très plaisir d'être ici. Encore une fois, on sait qu'il y a beaucoup d'élus municipaux au Québec, plutôt plus qu'au Canada, sauf que par ailleurs, c'est un rôle qui est assez discret, donc je suis vraiment très très content. Donc, ça fait plaisir de voir que vous n'existez pas que dans la littérature scientifique. Une fois qu'on a dit ça, en fait, on se rend compte que, mine de rien, on ne connaît pas tant que ça. Avec l'idée, donc la présentation du MAMACH nous a expliqué, voilà comment ça devrait se passer, voilà la répartition, etc. etc. Sauf qu'on sait que ce n'est pas vraiment comme ça que ça se passe, parce que c'est toujours beaucoup plus compliqué, beaucoup plus subtil, etc., etc. Donc, ce qui fait que moi, c'est vraiment sous cet angle-là que je vais le prendre, avec dans l'idée qu'on sait tous comment ça devrait se passer, on ne sait pas tous comment ça se passe de manière générale. Donc, c'est de montrer qu'il y a aussi des régularités. Peut-être un point, merci beaucoup, Jean. Donc, un point peut-être d'où je parle, donc vous l'aurez peut-être remarqué à l'accent. Donc, moi, je viens de Bretagne, donc de l'ouest de la France. Puis, ce qui est intéressant dans la gouvernance multiniveau en France, c'est que tout est politique. Bon, tout est politique, hein. Alors, la commune, c'est quelque chose, etc., etc. Ce qu'il y a de drôle lorsqu'on arrive ici, en fait, c'est qu'il n'y a absolument rien qui n'est politique. On t'explique tout ça, c'est technique, il ne faut pas tout mélanger, la politique, c'est au provincial, au fédéral. Bref, ça n'a absolument rien à voir. Et précisément, ce qui est intéressant, c'est de montrer que c'est un petit peu les deux en même temps. Et donc, c'est de montrer, par contre, avec des équilibres qui changent. Donc, on m'a dit que j'avais 30 minutes. Donc, je suis assez bavard. Donc, n'hésitez pas à m'interrompre, d'ailleurs, si vous avez des questions, des remarques, ou si vraiment... Ah, d'accord. Ouais, donc, n'hésitez pas, effectivement. Donc, mine de rien, en fait, le système local au Québec est faussement simple. Simple, puisqu'il y a un seul niveau, donc le niveau municipal, qui est le seul endroit où il y a des élus qui sont élus démocratiquement. Sauf qu'en fait, précisément, les autres échelles sont plus discrètes, mais elles sont tout aussi importantes. Et puis, je reviendrai au final sur qu'est-ce que ça peut nous apprendre en termes de gouvernance multiniveau, en termes de politique, sur la manière dont on pense la politique. D'abord, peut-être, donc je sais bien que vous n'arriverez pas à lire, mais je vous rassure, hein, on ne peut pas tout faire, m'écouter et lire. Je n'ai toujours pas appris comment faire des diapositives suffisamment simples. Donc, je les charge beaucoup trop. Bon, fondamentalement, l'idée, c'est que l'État, dans la théorie de la science politique, etc., l'État, c'est un machin qui est lié à la guerre et à l'impôt. Bon, ça ne marche absolument pas en Amérique du Nord, ce qui fait qu'il y a une grande partie des enquêtes sur les États-Unis qui concluaient l'idée que c'est que l'État américain est faible. Bon, lorsqu'on connaît un petit peu l'État américain, on se rend compte que ce n'est pas suffisant. Par certains côtés, l'État en Amérique du Nord, c'est ça partout, parce que ce n'est pas un État qui a été formé autour des mécanismes traditionnels, la guerre, l'impôt, et puis la pénétration de l'État. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a un État, mais qui fonctionne beaucoup plus sur les mécanismes pour mettre les choses en ordre. Ça veut dire qu'il faut aller regarder la présence de l'État, du politique, dans des mécanismes un petit peu différents. Une fois qu'on a dit ça, il y a à peu près tout qui est à faire. Il y a une grande partie de la littérature, Jean l'a dit, qui est centrée sur l'idée d'un rapport complexe entre le centre et la périphérie, etc. etc. Sauf qu'en fait, ça ne marche pas au Canada ou au Québec, parce qu'on est beaucoup plus dans une dynamique multiniveau. C'est-à-dire les gouvernements sont considérés comme des statuts équivalents, mais avec des pouvoirs qui sont radicalement différents. La dynamique historique centre-périphérie, il y a plutôt un État au centre, puis qui explique à tous les autres comment ça fonctionne. Ce qui fait que la question ici, elle est moins juridique que pratique. Que font des ordres de gouvernement qui ont des pouvoirs globalement équivalents? On sait que la province est vraiment l'institution la plus importante, mais fondamentalement, les rapports sont assez égalitaires. C'est là que rentre la politique, comment comprendre des rapports aussi inégalitaires. D'abord, fondamentalement, c'est de comprendre qu'il y a vraiment deux échelles, donc l'échelle nationale, provinciale et l'échelle locale. Et la grande particularité, c'est qu'il y a relativement peu de rapports entre les deux. On va le dire autrement, chaque échelle a ses problématiques propres et on ne mélange pas les torchons et les serviettes. Ça veut dire que, paradoxalement, la municipalité pourrait faire ce qu'elle veut autour de ses propres compétences. Sauf qu'en fait, le gouvernement sait très bien que pour contrôler un pouvoir, il suffit juste de ne pas lui donner trop les moyens de ses ambitions. Donc, ce qui fait qu'en théorie, il y a une liberté d'action qui est à peu près infinie. En pratique, c'est essentiellement
Madame la ministre l'a rappelé, c'est essentiellement en fait un rapport de coopération avec l'État. Le gouvernement provincial a besoin des municipalités. Ce qui fait que lorsqu'on veut embêter le gouvernement provincial, il suffit juste de rien faire. Voilà. Et il n'y peut pas grand-chose. Donc en fait, la véritable liberté, c'est la liberté d'inaction. Voilà. Donc ça nous donne vraiment une dimension politique qui est très très différente de ce qu'on peut avoir d'un point de vue juridique. Autre dimension aussi, c'est que ça nous donne pour les maires un rôle assez paradoxal, parce qu'on qualifie dans la littérature souvent les maires québécois, les maires canadiens de maires faibles, parce que ce sont des maires qui n'ont pas de pouvoir extraordinaire comme on peut avoir en France, comme on peut avoir souvent en Europe, et comme on peut avoir dans certaines municipalités états-uniennes. Là, le maire ici est obligé de tout négocier avec tout le monde en permanence. Donc ça veut dire que tu n'as pas vraiment les moyens de passer en force. On ne dit pas que c'est comme ça parce qu'ils aiment ça. On dit que c'est parce qu'ils n'ont pas le choix, ils n'ont pas de pouvoir extraordinaire. Il faut toujours rappeler qu'un maire, c'est juste un membre du conseil municipal qui est chargé de transmettre à l'appareil municipal ce qu'il va devoir faire. Et ensuite, en théorie en tout cas, il doit laisser faire l'appareil municipal avec des professionnels, etc. On sait bien que ce n'est pas aussi simple que ça. Sauf que c'est ça la règle de base. Donc ça veut dire que le maire, en fait, plutôt un maire faible au sens où il n'a pas de pouvoir juridique qui lui donnerait un rôle particulier. Là, on est vraiment dans une logique très très différente de ce qu'on peut avoir en France, par exemple. Par contre, le grand paradoxe, c'est qu'encore une fois, on revient sur le fait que si le gouvernement provincial n'a pas le relais local des maires, il est assez aveugle, parce que l'administration est très nettement moins dotée au Québec que dans d'autres États. Ça veut dire que finalement, les municipalités sont nécessairement les relais et les yeux du gouvernement provincial. Ça veut dire que collectivement, si les maires ne sont pas là, il n'y a pas d'occupation du territoire. Donc on a vraiment un maire faible, mais qui est le principal acteur concret de la gestion de son territoire. Donc encore une fois, c'est une faiblesse, mais assez apparente. Au final, ça veut dire que le maire, c'est vraiment une découverte par certains côtés. Moi qui venais de France, je ne sais pas exactement à quoi je m'attendais. Je m'attendais à un rôle beaucoup plus flamboyant. Donc encore une fois, il n'y a pas de ressources juridiques pour que le maire ait un rôle de leadership comme il peut avoir en France, sauf que paradoxalement, le maire est le principal acteur qui est chargé de faire tourner la scène municipale. Donc c'est vraiment une centralité. Ça ne veut pas dire un pouvoir extraordinaire. On est vraiment dans une société qui est très, 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 très égalitaire aussi. Il vaut mieux se tenir à carreau lorsqu'on veut faire de la politique. Mais ça veut dire que le maire, en fait, est le lieu, l'endroit, la personne par qui tout passe. Donc ça a vraiment été la découverte donc, des enquêtes qu'on a fait du côté du Bas-Saint-Laurent. Bon, là, juste, c'est écrit trop petit. Je sais, de toute manière, on n'a pas le temps. L'essentiel, peut-être, c'est de bien voir que horizontalement, en fait, le maire, c'est celui qui est chargé à la fois de rassembler la communauté, rassembler les différents groupes au sein de la municipalité et de trouver les manières de faire une politique avec ça. Encore une fois, il y a des enjeux qui sont naturellement dans la cour des municipalités, mais il y en a d'autres qui ne le sont pas. C'est-à-dire que là, il y a tout un travail d'enrôlement de la communauté pour arriver à la convaincre que oui, c'est notre affaire et on peut avoir un projet autour de ça. Peut-être la dimension verticale est moins souvent mise en valeur. Un maire, c'est aussi quelqu'un qui est chargé de rassembler toute sa communauté, de la représenter au sein des MRC, et les MRC vont négocier entre elles au niveau de la région. On sait que les communautés tiennent beaucoup à leur maire. Leur maire, il doit s'occuper de leurs affaires. Puis on n'aime pas trop que le maire il aille travailler ailleurs, etc. parce qu'il est toujours soupçonné d'oublier un petit peu sa communauté. On sait aussi que des préfets qui ont oublié que la vraie source de leur pouvoir est dans la municipalité ont fini par perdre les élections qui suivaient. Ça veut dire que par certains côtés, la MRC est vraiment le prolongement de la municipalité. Mais ça veut dire aussi que, et c'est là que ça devient très intéressant, la MRC, c'est aussi l'échelle où les municipalités vont être obligées de coopérer les unes avec les autres pour arriver à se présenter face à l'État un petit peu moins démunis. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment un rapport territorial entre les préfets qui représentent l'ensemble des municipalités qui vont négocier avec l'État. La CRE, en particulier, représentait ça d'un point de vue administratif, mais d'un point de vue politique, la dynamique reste fondamentalement la même. Donc ça veut dire que oui, il y a effectivement la dimension, le maire et sa communauté, l'appareil municipal et les politiques publiques, mais il y a aussi toute la dimension d'intégration territoriale ou d'agrégation des communautés. Donc ça nous mène au maire. Alors comment fonctionne un maire? Bon là, je pense que je ne vais pas vous apprendre grand-chose non plus. Par contre, d'un point de vue scientifique, c'est vraiment intéressant, parce que l'essentiel de ce dont je vais vous parler là, ce n'est pas dans la littérature.
Il y a vraiment un truc particulier, il me semble, c'est l'idée qu'un maire doit être en lien. Moi, peut-être une petite précision, on a beaucoup travaillé sur les plus petites municipalités. Il y a pas mal de travaux sur Québec, Montréal, Toronto, comparaison les grandes villes canadiennes. Puis l'avantage avec les villes, en fait, c'est qu'il y a vraiment un trop-plein d'acteurs, de ressources, d'enjeux. Donc, ce qui fait que c'est vraiment arrivé à organiser le trop-plein. En périphérie, dans les plus petites municipalités, notamment rurales, on gère plutôt la rareté. C'est la rareté des compétences, la rareté financière, la rareté des enjeux aussi. Notamment, on sait très bien qu'il y a des grosses pressions pour pluraliser les conseils municipaux, faire entrer donc plus de femmes, faire entrer plus de minorités. Sauf que qu'est-ce qu'on fait dans une région où 90% de la population est d'origine québécoise, historiquement, etc., etc. Donc ça veut dire qu'on n'a pas les mêmes enjeux. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les traiter, ça veut dire qu'on ne peut pas les traiter de la même manière. Donc ça veut dire qu'un maire, dans ce contexte-là, ce n'est pas le maire qu'on voit dans les bouquins, ce n'est pas le maire qu'on voit dans les travaux de sciences politiques. Le maire, c'est d'abord le reflet de sa communauté. Et le maire qui veut arriver à durer pour mettre en place des projets doit en permanence revenir à sa communauté, doit en permanence entretenir ce dialogue. Ce qui fait que nous, en particulier, on a vu qu'il y a vraiment différents types de maires. Là, je vous parle vraiment du type classique. Il y a de plus en plus de femmes, il y a de plus en plus aussi de nouveaux profils qui émergent, donc c'est en train de bouger. Par contre, c'est quand même intéressant, important de se rappeler d'où viennent les maires, parce qu'ils sont issus d'une certaine trajectoire qui les inscrit dans la communauté. D'abord, donc, un maire, c'est un maire ou une mairesse. Donc c'est d'abord quelqu'un qui vient du cru. La plupart du temps, c'est quelqu'un qui est né là ou qui a été socialisé ici, qui a participé, qui a fait la preuve de son engagement pour la communauté au sein de tout un ensemble de groupes communautaires, de groupes professionnels. Je pense aux agriculteurs, je pense aux producteurs forestiers. Donc c'est des gens qui ont montré qu'ils avaient à cœur les intérêts de la communauté. Donc on n'est pas du tout dans les mêmes enjeux que dans les grandes villes où il y a des appareils politiques spécialisés qui vont sélectionner. Bonne chance aux Montréalais, on sent que ça a commencé très très fort. Sauf que dans la ruralité, il n'y a pas du tout cette dimension d'opposition partisane. Donc on est d'abord dans un rapport entre le maire et sa communauté, avec dans l'idée que la communauté, en fait, c'est deux choses. Ça peut être le meilleur et le pire. Ça peut être à la fois l'endroit où tu vas pouvoir trouver des ressources, des leaders qui te permettent de faire des choses dont tu n'as pas les moyens. Je pense en particulier à certains festivals qui ont été formés à partir de la mobilisation de la communauté, alors que ce n'est pas vraiment dans la cour de la municipalité. Donc, c'est-à-dire, c'est d'abord une source d'empowerment, si on veut utiliser les termes, sauf que ça peut être aussi une source de pression. Puis ça, c'est une dimension qu'on laisse de côté, notamment les femmes s'en rendent très très bien compte. Il y a des formes on parle fort, voilà, dans les communautés. Puis plus on s'éloigne du profil du vieil homme blanc, plus c'est dur. Parce que les jeunes, on soupçonne toujours qu'ils ne connaissent pas leur affaire. Les femmes, alors là, oh là là, le nombre de cas où on se permet de donner des leçons à une mairesse parce qu'on pense qu'elle ne connaît pas la mécanique, etc., etc. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment toute une dimension matérielle, toute une dimension historique qui fait que quand tu as un nouveau profil, tu te rends compte que tiens, la communauté, elle peut être dure. Il y a aussi des maires qui veulent bouger très très vite contre la communauté. Il y a aussi des grandes familles dans la communauté qui peuvent être toxiques. Donc bref, il y a vraiment une forme de vie politique en fait que personne n'assume vraiment parce que personne n'a envie de relever les problèmes. Mais ça veut dire qu'être un bon maire, c'est pouvoir gérer en fait ces enjeux-là avec les bons et les mauvais côtés. Donc c'est-à-dire c'est faire en sorte que sa communauté soit mobilisable pour les bonnes choses et puis essayer de contrôler les tensions. Je vais passer peut-être un petit peu plus vite après pour avoir une chance de finir. Donc la deuxième séance, une fois qu'on a déterminé, oui, c'est un projet qui concerne la municipalité et qui est dans ma cour, comment est-ce qu'on fait? C'est là qu'on se rend compte que le maire n'a pas grand pouvoir. Le maire est d'abord là pour construire un consensus au sein du conseil municipal. Encore une fois, on peut pas, il y en a toujours un ou deux qui sont pour, un ou deux qui sont contre, un ou deux qui ne savent pas. Voilà. Donc là, ça veut dire, tous ces gens-là, il faut arriver à les mettre ensemble, tout ça. Puis encore une fois, s'il y en a un qui est fâché tout rouge, là, on va le retrouver après. Donc c'est-à-dire qu'il va créer des troubles dans la communauté. Donc on ne peut pas vraiment se permettre. Ce qui fait que c'est vraiment un chef d'orchestre, mais ce n'est pas lui qui a choisi les instruments. Puis alors là, bonne chance. Donc c'est encore une fois beaucoup de finesse. C'est là que la toxicité peut apparaître aussi. Et enfin, le dernier point, ça c'est le côté vraiment le plus surprenant de ce qu'on vient de France, c'est qu'en fait le maire, il n'a pas les moyens de sa politique, il est juste chargé de porter le choix municipal à l'administration avec le DG qui est censé avoir le métier pour pouvoir faire les choses. On sait que par ailleurs, il y a un droit de regard qui fait que le maire peut étendre ce droit-là jusqu'à contrôler
la politique municipale, ce qui est en dehors de son rôle. Sauf que ça veut dire aussi qu'au sens strict, le maire est juste là pour expliquer aux autres comment faire, quels sont les choix. Et après, c'est le travail de l'administration. Alors là, ça doit être hyper frustrant. Ça veut dire aussi qu'il faut respecter son DG, on est obligé de travailler ensemble, etc., etc. Encore une fois, on retrouve le fait que finalement, être maire au Québec, c'est d'abord assurer la communication au sein des différents acteurs de l'écosystème municipal. Une fois qu'on a dit ça, on se rend compte que alors, donc, les flèches en foncé, ce sont donc les flèches juridiques. Voilà les rapports. Donc, le maire, il est en haut, la direction générale est en dessous, et le DG à l'autorité sur les agents municipaux. Sauf qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est les flèches claires qui démontrent qu'en gros, tous ces gens-là sont en permanence en interaction avec tout le monde au sein de la communauté. Et là où c'est compliqué, là j'imagine que ça va parler à certains, qu'est-ce qui se passe lorsque la directrice générale est quelqu'un qui est là depuis 20 ans, 30 ans, qui connaît tout le monde? Si en plus son mari lui-même est au sein de l'appareil municipal, ça veut dire, attention, un maire, ça peut passer. Par contre, un directeur général ou un agent municipal, ça reste. Donc, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des rapports politiques assez fins qui font que, attention, le pouvoir le plus important n'est pas forcément là où on s'y attend. Moi, le plus drôle que j'ai vu quand même, c'est un contremaître. On n'arrivait pas à le gérer. On a embauché un contremaître pour gérer le contremaître. Ça peut durer longtemps. Mais il n'empêche que lorsque le contremaître est un ancien et vraiment inscrit dans la communauté, toi, tu es juste là pour 4 ans, 8 ans, allez, 12 ans, soyons fous. Bon, lui, il est là depuis 15 ans et il y a encore une chance pour qu'il soit là 15 ans après. Donc ça veut dire aussi, hein, en tant que maire, tu n'es pas tant que ça libre. Max Weber, il nous explique que le politique domine le bureaucratique, l'administratif. Non, en fait. Dans la vraie vie, là, c'est beaucoup plus fin, beaucoup plus subtil, beaucoup plus politique. Donc, au final, là, je reviendrai peut-être, avant de passer aux autres. Non, tiens, allez, passons directement aux autres. Ce que ça nous rappelle, en fait, c'est qu'on ne peut pas être maire tout seul. Donc, le maire, c'est fondamentalement tisser des liens entre les différents groupes d'un écosystème qui n'est pas si démuni que ça. Par contre, et c'est là que c'est intéressant, si je reviens au tout début, on a vu qu'en théorie, le politique, c'est l'État, l'impôt, la guerre, tout ça. Mais non, ici, ça ne marche absolument pas. La politique, c'est d'abord établir l'ordre, c'est d'abord remplir les services pour que les communautés puissent occuper un espace qui est immense. Bon, là, ça veut dire, hop, on laisse de côté toute la sociologie européenne. Par contre, ça veut dire aussi que l'occupation du territoire ne peut pas se produire sans la présence des municipalités. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment une dépendance, une codépendance entre le gouvernement provincial, qui a tous les pouvoirs d'un point de vue juridique et financier, mais qui a besoin des municipalités. Ça, on le voit lorsqu'il y a des grandes crises. Je pense à l'érosion côtière, je pense aux inondations. Si les municipalités ne font pas la job, c'est le ministère qui est obligé de le faire, et le ministère, ce n'est pas son travail. Donc il va le faire s'il est obligé. Là, je pense qu'il y a vraiment des cas où le ministère de la Sécurité publique a été très, très efficace, mais il n'empêche que ce n'est pas son travail. Voilà. Sauf que les maires ne peuvent pas tout faire non plus. C'est aussi là aussi, lorsqu'on demande aux maires d'aller expliquer aux gens, ta maison, il va falloir qu'elle bouge, elle est trop proche de la mer. Si le propriétaire dit non, le maire, OK, qu'est-ce que tu veux qu'il dise d'autre? Il ne va pas appeler la Sûreté du Québec contre l'un de ses contribuables. Ça veut dire qu'entre ce que le droit t'oblige à faire en théorie, puisque tu peux faire effectivement, en fait, c'est quand même très, très flou, très, très souple. Donc, ça veut dire qu'il faut arriver à comprendre concrètement comment est-ce qu'on fait lorsqu'on est un maire. D'abord, on n'est pas tout seul. Puis ça, c'est vraiment la grande surprise. Autant les MRC et les régions sont assez peu connues en dehors du monde municipal, autant elles sont vraiment fondamentales. Et c'est peut-être l'un des éléments. On tend souvent à considérer que la proximité en politique est importante, tout ça, oui, c'est vrai, mais il faut aussi du soutien. Et ce que j'ai découvert vraiment en interrogeant donc les préfets puis les grands élus du Bas-Saint-Laurent, c'est qu'en fait, il y avait un apprentissage entre élus qui était vraiment fondamental. Donc, ce qui fait qu'il y a un petit groupe d'élus, d'habitude ceux qui aiment ça, pas toujours, ceux qui aiment le pouvoir ou pas, ça par contre, ça dépend, mais c'est des gens aussi qui ont appris à avoir les compétences qui leur permettent de transférer les recettes entre les municipalités. Ce qui fait qu'être un préfet, c'est d'abord pouvoir négocier avec les autres préfets, négocier avec les autres maires, et c'est arriver en fait à faire passer les bons coups. Puis c'est aussi, notamment pour les nouveaux élus, c'est les accompagner. Donc, parce qu'il y a vraiment tout un travail à la base. On a parlé du fait qu'il n'y avait pas tant que ça de soutien extérieur, c'est-à-dire c'est les maires qui s'organisent entre eux, et notamment par l'intermédiaire des MRC.
Donc ça veut dire que les gens qui sont dans les MRC ont un rôle vraiment fondamental pour soutenir les municipalités dans leur rôle de première ligne. Donc c'est vraiment la deuxième ligne qui soutient ce qui se passe dans la première ligne. Ça veut dire aussi, puis alors là je pense notamment aux affaires de régie incendie, ça veut dire qu'il faut, si c'est compliqué lorsque tu es un maire parce que tu ne peux rien faire contre ta communauté, quand tu es au conseil de la MRC, c'est l'enfer. Tu es obligé de tout faire avec tous les maires en même temps parce que c'est un mode de fonctionnement qui est hyper consensuel. C'est-à-dire il suffit juste qu'il y en ait un qui soit contre, ça peut tout faire capoter. Là, j'ai une MRC qui est à sa 6e ronde de négociation pour instaurer une régie intermunicipale de gestion des incendies. Ça fait donc 5 fois qu'il y a quelqu'un à la fin qui a dit non, finalement, j'embarque pas. Puis là, tu es obligé de tout reprendre en permanence. Bref, c'est vraiment super lourd et il faut aimer ça et il faut avoir beaucoup, beaucoup de patience. Par contre, ce que ça veut dire aussi, c'est que mine de rien, et là on revient un peu sur l'une des particularités du Québec, c'est que la MRC, c'est d'abord la projection de la municipalité à une autre échelle. Donc par certains côtés, ça a les mêmes qualités et les mêmes défauts. Les mêmes qualités, là, bon, il faudrait qu'on parle de transparence démocratique. On va dire que ce n'est pas leur première qualité. Par contre, ça veut dire aussi qu'il y a toujours une proximité avec le terrain. Ça veut dire aussi, au final, que si on dit que l'État québécois doit être présent dans ce territoire, ça passera nécessairement par des relais qui vont aider des municipalités qui sont systématiquement sous-dotées, donc il n'y a pas les moyens des ambitions qu'on leur donne. C'est peut-être dans ce contexte aussi qu'on peut parler de la région rapidement, parce qu'il me reste 3 minutes. La région, précisément, était là pour ça. Alors, la région, on en a parlé un petit peu avec le MAMACH, il y a eu différentes générations de régions. Historiquement, en fait, puis c'est peut-être le plus surprenant, c'est que la région a été pensée contre les élus municipaux. On n'a absolument pas intégré les élus municipaux dans le développement régional. On partait du principe que les élus étaient plutôt du côté de l'immobilisme. Ce qui fait que ça a été très compliqué historiquement de faire face à un développement bipolaire, avec d'un côté les acteurs du développement et de l'autre côté les acteurs de l'aménagement du territoire. Donc ce qui fait que la région s'est quand même cristallisée après l'échec de la grande politique d'aménagement du territoire des années 60, le bureau d'aménagement de l'Est du Québec entre autres. Il y a quand même eu un embryon d'administration régionale et puis des exercices de concertation qui sont faits, donc les conseils régionaux de développement, ça a changé de nom. Là où c'est intéressant, en fait, c'est que la création des MRC, entre autres lois, hein, c'est aussi l'époque de la loi sur le territoire agricole, de la refonte d'une partie de l'imposition locale. Donc la fin des années 70 a vraiment permis aux élus de revenir dans les enjeux du développement. Oui, mais on reste quand même, les élus sont plus présents. Les élus, on a obligé les élus à s'intéresser à l'aménagement et à intégrer à ces schémas d'aménagement certaines dimensions de développement. Grand 1, encore une fois, c'est des processus qui sont d'une complexité extraordinaire. C'est lent, c'est dur, c'est lourd, bref, c'est communautaire. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin des années 90, là, on entre dans une nouvelle époque avec le modèle québécois de développement. Je la fais court parce que j'imagine qu'une bonne partie d'entre vous n'ont pas connu cette époque-là. Là aussi, hein, c'est l'une des grandes leçons, c'est que le système local, ici, n'a pas de mémoire. C'est vraiment spectaculaire. Les générations changent et il n'y a presque plus d'élites régionales qui ont connu cette période-là. C'est vraiment dommage parce qu'elle a été super intéressante. Il y a eu donc la réforme de 98 et la création des conférences régionales des élus en 2003. Pour le dire très très vite, hein, on met les élus au milieu et ils sont obligés de négocier avec l'ensemble des forces vives de la région, les groupes environnementaux, les groupes syndicaux, les groupes de femmes, etc. etc. Là où c'était super intéressant, c'est que ça obligeait tout ce monde-là à parler, puis ça donnait vraiment du corps en fait, à un projet régional qui n'était pas simplement l'aménagement. L'inconvénient, c'est que c'était très lourd. Et on s'est rendu compte que certaines régions aimaient plus ou moins ça. J'ai cru comprendre que le lac Saint-Jean était assez motivé. Le Bas-Saint-Laurent aussi a énormément investi dans cette mécanique. Par exemple, en Beauce, c'était vraiment très, 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 très différent. Ça veut dire que c'était un équilibre parmi d'autres et qui a vraiment donné des dynamiques différentes. Là, je vous signale juste un travail qui a été fait à l'UQO, qui montre en fait que le même cadre juridique, il y a certains acteurs qui jouaient le jeu, qui pluralisaient la gouvernance. Les élus acceptaient de négocier avec les différents acteurs, mais exactement dans le même cadre juridique. D'autres ne jouaient absolument pas le jeu et continuaient à gérer seul. Alors peut-être en 1 minute, parce que j'arrive. Donc le Bas-Saint-Laurent, vraiment dans ce contexte aussi, a été vraiment le bon cas. Ça a marché, etc. parce qu'on a réussi à sortir
justement des réflexes sectoriels. La grande particularité, c'est qu'après 2015, en fait, le Bas-Saint-Laurent a réussi à conserver une échelle régionale relativement dynamique en créant donc le collectif régional de développement. Et si je vais un petit peu plus loin, bon, ça c'est un tableau qui bien entendu est beaucoup trop complexe, mais c'est la faute à Jean qui m'a dit qu'on voulait vraiment qu'on parle de gouvernance multiniveau. Donc parlons-en. Pour le dire très vite, c'est ce que je vous disais au tout début. C'est qu'en fait, il y a vraiment deux conceptions différentes de ce qu'est la gouvernance multiniveau, les rapports entre les niveaux. On a la dimension institutionnelle où tout est politique. C'est des institutions qui sont stables, qui ont pour mission d'instaurer l'ordre dans leur espace et d'exprimer l'identité de la communauté. En face, on a plutôt la conception fonctionnelle. Là, on n'est pas là pour incarner une communauté, on est là pour avoir une mission de manière efficace, à la bonne échelle. Donc l'échelle est moins importante que la mission et l'efficacité. On a donc une définition institutionnelle et une définition fonctionnelle de ce qu'est la gouvernance. L'ennui, c'est que la municipalité, c'est les deux. C'est une échelle qui est à la fois là pour incarner une identité d'une certaine communauté, une communauté au Saguenay et puis une communauté au Lac-Saint-Jean. C'est pas la même, c'est pas la même identité, c'est pas la même histoire. Et il faut malgré tout rendre les services à la communauté pour lui permettre d'occuper l'espace. Donc il faut être à la fois une institution au sens identitaire et une institution efficace. Le modèle québécois de développement avait beaucoup parié sur des mécanismes de création d'une identité commune. Le modèle canadien de développement, le modèle municipal canadien est revenu très très fort depuis 2017. La CAQ l'a vraiment accompagné. C'est vraiment au contraire un pouvoir municipal qui doit viser à l'efficacité. La grande difficulté, c'est d'arriver à ne pas passer d'une logique à l'autre. Si on sépare les différentes fonctions, on retrouve vraiment cette idée que la gouvernance municipale, c'est à la fois projeter sa communauté, sa municipalité dans les jeux au niveau de la MRC face au gouvernement, ne serait-ce que pour aller lui demander l'argent dont on a besoin pour occuper le territoire. Et c'est aussi activer dans la communauté les relais d'une action pertinente. Et là, on rejoint finalement cette idée qu'une municipalité doit à la fois être une réalité institutionnelle qui incarne une communauté et doit arriver à fournir des services au moindre coût, parce que c'est ce qui permet d'entretenir l'occupation du territoire.